Bonjour, bienvenue sur Chauffard et sur la chaîne Mosaïque. Nos deux médias sont en effet aujourd'hui en partenariat pour évoquer un jour très important, Yom Ha'atzmaut, en compagnie du Rav Eli Kling. Bonjour Rav Kling. Bonjour, bonjour. Alors Israël s'apprête à fêter ses 76 ans. Lors d'une conférence de presse, la ministre qui est chargée des cérémonies d'État indiquait qu'il y a quelques jours que ces célébrations vont être différentes par rapport à l'an dernier. La cérémonie va être préenregistrée, elle se déroulera pas en public parce que, dit-elle, la guerre est toujours en cours, comme on le sait, et que nous ignorons la manière dont les différents fronts vont évoluer. Et elle ajoutait, il est bien difficile pour nous de faire cette fête de Yom Ha'atzmaut alors que la guerre fait rage, que 133 otages sont toujours aux mains du Hamas. Et certains se sont même interrogés sur le fait de savoir s'il fallait vraiment fêter cette année Yom Ha'atzmaut. Comment vous, personnellement, Rav Kling, vous abordez ce jour et cette question? Alors en fait, il faut séparer à mon avis les deux problèmes parce que c'est une question qui est pas spécifique à Yom Ha'atzmaut a priori, puisqu'on s'est posé les mêmes questions. Ça fait maintenant plus de 6 mois que la guerre a commencé, donc on s'est posé les mêmes questions à l'approche de Purim et puis à l'approche de Pessah aussi. Certains ont remis en cause même la tenue du Seder de la manière avec laquelle on l'a fait d'habitude, etc. Et ça revient avec plus de force encore à propos de Yom Ha'atzmaut. Et donc, à mon avis, il y a ici deux questions sur lesquelles il faut se poser, il faut résoudre, il faut réfléchir. Première question, est-ce que les fêtes les solennités, les commémorations auxquelles le calendrier juif nous convie tout au long de l'année, est-ce qu'on doit les changer leur manière d'être, les modifier ou les annuler, voire les annuler complètement, à cause de ce qui est en train de se passer, d'une part. Et puis la deuxième question, spécifiquement à Yom Ha'atzmaut, est-ce que on peut, après ce qui s'est passé le 7 octobre, est-ce qu'il y a encore de quoi célébrer Yom Ha'atzmaut? Pas seulement si on peut décemment le célébrer alors que il y a tant de familles qui sont endeuillées ou tant de familles dont leurs proches sont en captivité. Ça, c'est la question qui se pose pour les autres fêtes également, pas seulement pour Yom Ha'atzmaut. Et puis la deuxième question qui est spécifique à Yom Ha'atzmaut, est-ce que le contenu de cette fête, qui est l'indépendance, je rappelle que Ha'atzmaut, ça veut dire indépendance, est-ce que l'indépendance d'Israël a encore un sens après ce qui nous est arrivé il y a maintenant plus de 6 mois? Voilà, Alors, je pense procédons par ordre. Première question, répondez peut-être à la première partie alors de votre différenciation de questions par rapport aux... Alors, ok. Voilà. Par rapport à ce qu'on fait d'habitude, aux solennités et aux fêtes, etc., ma réponse est très catégorique. Enfin, de mon côté, bien que je comprenne très bien qu'il y a des gens qui pensent autrement, mais ma réponse à moi, c'est que au contraire, il faut surtout pas changer le calendrier. Il faut pas faire comme si les fêtes n'existaient pas. Il faut pas les mettre entre parenthèses, puisque si on le faisait, eh bien finalement, on donnerait au Hamas le cadeau qu'il recherche, c'est-à-dire perturber à ce point notre vie quotidienne que notre calendrier n'a plus de sens. Si on n'avait pas fait Purim, si on n'avait pas célébré Pessah, si on ne célèbre pas Yom Ha'atzmaut, ça veut dire que le Hamas a eu à gagner finalement, puisque je vous rappelle que la définition du terrorisme, c'est de terroriser les gens et de chambouler complètement leur mode de vie. Il y a plus de fêtes, il y a plus de mariage, il y a plus de bar mitzvah, il y a plus et puis il y a plus non plus de fêtes collectives célébrées par tout le pays. On vit plus au rythme du calendrier juif, mais on vivrait un rythme qui nous serait imposé par les événements, donc par le Hamas. Et je pense très profondément que continuer à vivre dans la mesure du possible, bien sûr, comme si la guerre n'était pas, comme si on n'était pas réellement en guerre, c'est une manière de dire au monde et au Hamas et à nous-mêmes qu'on continue à vivre et que notre amour de la vie et notre passion de la vie est plus importante que tout le reste. Et je pense que parce qu'on vit ce qu'on est en train de vivre, alors on a l'impression que c'est quelque chose qui n'a pas de précédent dans l'histoire juive. Mais vous savez, un peuple qui a 3500 ans d'histoire, c'est très compliqué de trouver un événement qui n'aurait pas de précédent. Bon, il y a des précédents dans l'histoire juive de ce genre de choses. Il y a des traumatismes, comme vous le savez, que nous avons passés, et donc on s'est posé la question. Nos responsables se sont posés la question, nos sages se sont posés la question. Est-ce que dans des cas pareils, il faut arrêter de vivre ou il faut changer notre mode de vie? Et la réponse en général a été justement non. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une très jolie page de Talmud qui dit que après la destruction du temple, alors imaginez le traumatisme, le temple est détruit, quelques mois seulement plus tard, c'est les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour,
le temple a été détruit en été au mois de Av, donc 2 mois après c'est Kippour, etc. Et Rosh Hashanah juste avant. Et donc les gens commençaient à se dire qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va pouvoir célébrer, est-ce que vraiment on va célébrer ces fêtes-là. Et certains ont refusé de manger de la viande parce qu'ils disent la viande ça nous rappelle les sacrifices qu'on peut plus amener, on prend plus de vin parce que les vins on les versait sur l'autel, etc. Et jusqu'à ce que Rabbi Yoshua, un des grands de la génération en question, se soit levé et dit mais enfin si c'est comme ça, vous devriez arrêter de boire de l'eau parce que l'eau aussi, également on s'en servait pour le temple. Vous devriez arrêter de vous marier, de construire des maisons, etc. Et donc devant ils ont compris que c'était ironique et donc il dit alors qu'est-ce que tu proposes? Et il disait il faut continuer à faire ce qu'on faisait d'habitude, comme on peut le faire le plus possible. Et il faut surtout pas s'arrêter, il faut continuer à vivre, il faut continuer par exemple les maisons, continuer à les construire, habiter, mais attention, mettez un petit mot qui n'est pas une maison qui ne serait pas achevée. Vous savez que c'est un minhag, c'est une habitude que les Juifs ont gardée, certains Juifs en tout cas, de génération en génération, que lorsqu'ils construisent leur maison, ils laissent de manière bien visible dans le salon en général une partie qui n'est pas complètement achevée, qui n'est pas peinte, etc., en souvenir de Jérusalem. C'est-à-dire continuer à vivre, mais ne pas oublier. Ce qu'il faut éviter évidemment, c'est que la vie quotidienne, le rythme de la vie quotidienne, l'énergie qu'on dépense pour pouvoir continuer à vivre au quotidien, nous fasse oublier la tragédie. Donc il faut rappeler la tragédie d'une manière ou d'une autre. Mais rappeler la tragédie, ça ne veut pas dire arrêter de vivre. Ça ne veut pas dire mettre entre parenthèses les différentes fêtes, etc. Donc au contraire, je pense personnellement que il faut comprendre que c'est un effort de guerre. C'est-à-dire lorsqu'on célèbre quelque chose, ça a autant d'importance qu'un soldat qui est en train de combattre le Hamas. C'est une autre manière de le combattre, comme pendant la Shoah. Si vous me permettez cette comparaison qui n'est pas précise en fait, il y a tellement de différences entre les deux, mais malgré tout pour les besoins de la discussion, comme pendant la Shoah, certains Juifs ont essayé envers et contre tout de continuer à célébrer les différentes fêtes, etc. Et chaque fois qu'ils le faisaient, ils avaient l'impression d'une victoire contre ceux qui voulaient nous détruire. Je pense que c'est la même idée qu'on devrait avoir. Il faut surtout pas annuler ce qu'on avait prévu, les festivités, etc. C'est une manière de leur dire notre amour de la vie est plus intense et plus forte que votre combat pour la mort. Alors ça, on comprend bien, Rav Kling, pour les fêtes, on va dire, bibliques, mais pour Yom Ha'atzmaut, précisément, c'est une fête de nature différente malgré tout. Est-ce qu'il n'y aurait pas des raisons pour lesquelles il faudrait mettre un bémol sur les réjouissances pendant cette fête c'est la deuxième partie donc de la question. Oui, alors pour Yom Ha'atzmaut, on a un problème supplémentaire. À part la question qui se pose pour les autres solennités, les autres fêtes qu'on a déjà passées, qu'on va encore passer, à part ça, pour Yom Ha'atzmaut, c'est le problème de fond. Est-ce qu'il y a encore de quoi célébrer l'indépendance? Parce que il faut bien comprendre que si les mots ont un sens, indépendance, ça veut dire que nous sommes suffisamment libérés des différentes contraintes des autres peuples pour pouvoir s'auto-gérer, s'auto-diriger, s'auto-gouverner sans être dépendant justement, c'est ça l'indépendance, sans être dépendant des autres. Prendre des décisions seules, de manière autonome et arrêter d'être en fait les faire-valoir des grandes puissances. Et donc la question qui se pose ici, elle est double. D'abord, est-ce que vraiment nous sommes indépendants? Vous savez que même pour le déroulement des opérations de guerre, c'est justement ça le grand problème. Israël décide quelque chose et il suffit que les Américains disent nous on vous laisse pas faire ça pour que tout d'un coup on se dise peut-être qu'on va essayer de faire autre chose. Autrement dit, on a fait rentrer les États-Unis d'Amérique, qui est notre principal allié, à l'intérieur même des conseils de guerre, c'est-à-dire même les stratégies guerrières donc ne sont plus réellement l'objet de décisions prises de manière indépendante par le gouvernement israélien. Et donc évidemment, ça pose la question de savoir est-ce qu'on est vraiment indépendant. Et d'un autre côté, tout le monde comprend bien la situation, c'est-à-dire que nous sommes en effet dépendants de l'aide américaine pour avoir ne serait-ce que le ravitaillement militaire dont on a besoin, etc. Et donc on peut pas se permettre de faire toutes sortes de choses sans au moins un accord tacite de notre plus grand allié. Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'on a perdu l'indépendance, justement? Puis la deuxième question qui renforce la première, c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Est-ce que ce qui s'est passé le 7 octobre, ça n'est pas une manière de dynamiter, de pulvériser ce pourquoi l'État d'Israël a été finalement créé, après tant de temps, tant d'efforts et tant de sacrifices, c'est-à-dire le plus jamais ça,
qui est absolument impossible grâce à la souveraineté juive, il est plus possible qu'on puisse tuer autant de juifs en si peu de temps. Et tout d'un coup est venu le 7 octobre, il nous a prouvé que c'était encore possible. Dû certainement à toutes sortes d'erreurs, etc. Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que ça a été possible. Et si c'est possible, est-ce que vraiment on ne s'est pas illusionné en célébrant depuis 76 ans maintenant l'indépendance d'Israël, basée sur ça, sur le fait que c'est un État refuge et qu'ici rien ne peut nous arriver, en tout cas rien de aussi grave que ce qui nous est arrivé en Europe. Ça, c'est les deux questions qui, à mon avis, sont les questions essentielles et qui reposent le problème de qu'est-ce que c'est que l'indépendance. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, malgré tout, malgré ce que je viens de dire maintenant, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui quelque chose à célébrer? Et ça, en effet, c'est une question qui concerne que le Yom Ha'atzmaut, qui ne concerne pas les autres solennités et fêtes, soit avant, soit après la date du Yom Ha'atzmaut. Donc, alors, verre à moitié vide, à moitié plein. Quelles sont les raisons pour lesquelles, finalement, il faudrait dépasser les objections que vous venez de faire et effectivement considérer qu'il faut fêter cette indépendance? La raison numéro un, il y a plusieurs raisons, en fait, mais la raison numéro un, c'est que contrairement à la situation que nous avions lorsque nous n'avions pas d'État, nous avons aujourd'hui la possibilité de riposter et de riposter de manière forte, avec en tenant compte des contingences, de la diplomatie, etc. Tout ça, c'est bien, c'est évident que l'indépendance ne veut pas dire aujourd'hui la possibilité de faire tout ce qu'on a envie de faire. C'est d'accord. Donc de ce côté-là, c'est vrai que l'indépendance n'est pas totale, n'est pas complète. Mais enfin, malgré tout, vous savez, il y a une phrase en hébreu qu'on dit très très souvent. Les problèmes des persécutions, c'était que Dam Yehudi Efker, c'est-à-dire que le sang juif appartient à tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut tuer impunément du juif et qu'il n'arrivera à rien, personne ne pourra réellement réagir. Or, ce qui s'est passé depuis maintenant 6 mois, c'est précisément le contraire. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est un vrai pogrom qui ressemble évidemment à ce que nous avions connu en exil, sauf que en exil, lorsqu'il y avait le 7 octobre, disons un pogrom à Kiev, eh bien le 8, il y en avait un autre à Odessa, et le 9, il y en avait un autre à Kishinev, le 10. Tandis que ici, ce qui s'est passé, c'est que, ok, on s'est fait avoir, on a reçu une grande gifle, mais on a tout de suite réagi, et cette capacité que nous avons à réagir provient du fait nous avons, une fois pour toutes, créé un État, créé une armée, on s'est doté des capacités militaires pour pouvoir réagir et pour faire en sorte que, même si, une fois, ça peut nous arriver, nos ennemis comprennent que on n'est plus à l'époque où on pouvait tuer les Juifs impunément. Donc, rien que pour ça, ça vaut la peine, malgré tout, de continuer à célébrer Yom Ha'atzmaut. Et puis, il y a l'autre raison. L'autre raison, elle dépend un petit peu de ce que vous avez en face de vous, quelqu'un qui est barbu avec une kippa sur la tête. Et donc, c'est mon avis personnel en tant que juif croyant, tout simplement. C'est que moi, quand je célèbre Yom Ha'atzmaut, chaque année, c'est pas juste parce que je nous félicite de pouvoir, en effet, réagir qu'il arrive quelque chose et avoir notre mot à dire dans le concert des nations, mais c'est également une reconnaissance devant celui qui a créé le monde et qui dirige l'histoire, de nous avoir permis de réaliser ces prophéties qui datent depuis si longtemps et qui se trouvent inscrites en toutes lettres dans nos livres du Tanakh, dans les livres de la Bible. Et quel que soit ce qui est arrivé le 7 octobre, cette émotion-là de voir que nous sommes restés 2000 ans fidèles à cette terre, on aurait pu 100 fois, 1000 fois abandonner l'idée du retour à Sion, soit par découragement, soit par assimilation, et que nous sommes restés fidèles à cette terre d'une part. D'autre part, quelque chose de mystique, c'est que la terre également, comme l'avait prévu Rachi déjà dans un de ses commentaires du Chumash, lorsque dans le passage des malédictions, à un moment, le verset dit et la terre restera déserte. Et c'est censé être une grande malédiction. Et Rachi dit non, mais là justement c'est une bénédiction. Elle restera déserte, c'est-à-dire qu'elle refusera de répondre aux efforts que feront les autres pour essayer de la rendre fertile. Elle attendra le retour de ses enfants. Et à la fidélité d'Israël vis-à-vis de la terre, il y a une sorte de fidélité de la terre au niveau d'Israël, et qu'en effet, la terre ne peut redonner réellement ses fruits, sa verdure, ses arbres et ses fleurs qu'au moment où les Juifs reviennent en masse et qu'ils la rendent à nouveau fertile. Je vous renvoie au texte bien célèbre de tous les voyageurs occidentaux qui
avaient pu commencer à voyager en Orient, faire le fameux voyage d'Orient. Avant, c'était compliqué, mais au 19e siècle, on pouvait, parce que les moyens de communication le permettaient. Et ces gens-là, que ce soit Mark Twain, que ce soit Chateaubriand, racontent en détail ce qu'ils voient, et ce qu'ils voient, c'est une désolation totale ou presque totale. Et il y en a un qui s'écrit, mais où est passé l'antique royaume de Salomon, etc. Tous ces gens, c'est des gens qui sont baignés de Bible et qui connaissent tout ça et qui voient à quel point tout est désert. Et puis finalement, les Juifs reviennent et tout refleurit. On parle souvent de Gush Katif, vous savez, ce territoire qui faisait partie de la bande de Gaza où se trouvaient un certain nombre d'implantations juives. Moi, je me souviens très bien, il n'y a pas si longtemps, qu'au moment où on a commencé à Gush Katif, les Arabes n'avaient pas essayé même de fertiliser le petit territoire en question parce qu'ils se sont dit, ils ont appelé ça la terre maudite. C'est un truc, c'est du sable, il n'y a rien qui pousse, etc. Les Juifs sont arrivés et vous savez que Gush Katif est devenu, grâce aux agriculteurs juifs, une des principales sources de production de toutes sortes de choses, depuis les tomates jusqu'aux salades. Et lorsqu'on est parti, eh bien, tout d'un coup, c'est redevenu, bon, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu une rampe de lancement de missiles, vous voyez. Ça, ils sont capables de transformer en ça, mais il y a ici une sorte d'histoire d'amour entre une terre et un peuple, et qui est empreinte de fidélité de l'un pour l'autre et de l'une pour l'un. À ça, vous rajoutez la grande fidélité du Créateur lui-même, qui a écrit des promesses, et qui a promis que ces promesses se réaliseront. Ani Hachem, je suis Dieu, quand je promets, ça se réalise, et que ces promesses se réalisent en effet grâce au fait que nous sommes un État indépendant. Dans un récent post Facebook que vous citiez justement, ce traité Sanhédrin, la page 98a, il n'y a pas de signe plus évident que la fin de l'exil a sonné que de voir la terre d'Israël redonner ses fruits. Est-ce qu'il faut vivre finalement notre situation actuelle avec en toile de fond cette tension vers la délivrance finale, la fin de l'exil? Personne n'a promis que ça se ferait de manière simple et sans drame. On a juste promis que ça se ferait. Et donc, l'homme croyant que je suis, quand il voit les prophéties se réaliser, il sait que toutes ne sont pas encore réalisées, il ne se berce pas d'illusions pour croire que la fin des temps est déjà arrivée, mais il est bien conscient qu'on est dans une autre période que la période de l'exil que nous étions il y a 80, 85 ans. Il y a quelques jours, on a célébré ou commémoré le Yom HaShoah. Évidemment qu'on est dans une autre phase finalement. Et ça, quelles que soient les difficultés et les drames, les sacrifices qu'on est obligé de faire pour faire avancer le projet, il se trouve que le projet avance. N'oubliez pas que nous sommes plus de 7 millions de Juifs aujourd'hui en Israël. Même Théodore Herzl n'a jamais rêvé qu'un Juif sur deux habite son pays. Lui, il pensait que ça serait pour les quelques milliers de Juifs qui seraient en difficulté en diaspora et que les autres, non, les autres resteraient là où ils sont. Et il s'avère que ce n'est pas le cas. Qu'il y a pratiquement 50% du peuple juif qui habite ici. Moi, j'habite dans une région justement proche de la bande de Gaza, qui était il n'y a pas longtemps un véritable désert, donc le Negev, qui aujourd'hui est fleuri. Là, je suis en train de regarder par la fenêtre le campus et le très beau jardin. Tout ça, ce sont des preuves évidentes du devoir que nous avons de remercier le ciel. Je sais pas, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont donné tellement pour pouvoir voir ce que nous pouvons voir. Alors c'est vrai que avec le temps et avec l'habitude, c'est comme lorsque on se lève le matin, on voit le soleil se lever et on pense que c'est quelque chose de naturel. On vit là-dedans. On est né, pour la plupart d'entre nous, nous sommes nés dans cette situation déjà existante où le peuple juif a un État. Mais bon, il est pas inutile de se rappeler d'où est-ce que nous venons. D'ailleurs, on a célébré Pessah il n'y a pas très longtemps, et dans Pessah, on ne célèbre pas seulement la libération, mais une bonne partie du Seder de Pessah nous rappelle ce que nous étions avant de sortir. Et le juif, en fait, c'est quelqu'un qui justement peut célébrer ce qu'il a obtenu parce qu'il s'est souvenu des difficultés qu'il avait rencontrées en chemin. Et c'est ça que nous sommes censés faire à Yom Ha'atzmaut. C'est une prise de conscience du chemin parcouru et de l'obligation que nous avons de rendre grâce pour ce qui nous est arrivé, et en même temps de ne pas oublier les difficultés, les drames, les sacrifices que nous avons été obligés de donner pour pouvoir y arriver. Et évidemment, l'un n'empêche pas l'autre. Il ne faut pas poser dans les termes que nous avons posés tout à l'heure les deux parties de l'équation. C'est ou l'un ou l'autre, où on se réjouit ou on se morfond. La vérité, on peut très bien se réjouir tout en n'oubliant pas
le prix que nous avions à payer. D'ailleurs, les premiers dirigeants du pays, en juxtaposant le Yom HaZikaron au Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire le jour du souvenir des soldats tombés pendant les guerres d'Israël, juste avant, là, ça c'est la veille de Yom HaAtzmaut, on reprit une idée très juive finalement, qu'on peut rien célébrer du tout si on se rappelle pas d'où est-ce que nous venons. Comme pour Purim, où on ne célèbre Purim que si nous avons avant la veille jeûné pour la tension qui a précédé Purim. Il faut toujours se rappeler de ce qui précède pour pouvoir mieux apprécier ce que nous avons. Et aujourd'hui, comme hier, on peut apprécier ce que nous avons. C'est vrai aussi dans la Haggadah, effectivement. Vous parliez de la population juive mondiale. Le fait que nous passions le seuil là, de la moitié, de 50% de la population juive en Israël, est-ce que c'est un basculement pour vous aussi par rapport à ce projet historique de retour et par rapport à cette capacité d'exister en tant qu'État indépendant, en tant que nation, par rapport aux autres nations? Oui, je pense que c'est un tournant important parce que la diaspora devient ce qu'elle aurait toujours dû être, mais qu'elle n'a pas pu à cause des circonstances. Elle devient secondaire par rapport à l'État d'Israël. L'État d'Israël, même avant que nous devenions majoritaires en Israël, même avant, occupait de plus en plus une place centrale dans l'histoire des Juifs de diaspora. Personne ne peut être insensible à ce qui se passe en Israël. Et ce qui se passe en Israël influe, on le sait bien aujourd'hui, à quel point, dans la vie de tous les jours, vraiment, influe ce qui se passe chez nos frères qui sont encore en dehors d'Israël. Mais jusqu'à présent, c'était un petit peu comme à l'époque de Babylone, vous voyez, il y avait le grand centre babylonien et la petite communauté juive en Eretz Israël qui continuait à faire perdurer la présence juive en Israël pour pas qu'on dise un jour que les Juifs ont quitté complètement le pays. Mais ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a toujours diaspora à Israël, mais le fait que démographiquement, il y a de plus en plus de Juifs en Israël, ce qui fait qu'on est pratiquement déjà majoritaire, en tout cas on le sera dans les prochaines années, ça change les données de la chose. C'est-à-dire que la diaspora devient secondaire par rapport à la place centrale qu'occupe Israël, pas seulement dans la pensée juive, mais également dans l'histoire réelle du peuple d'Israël. Et se sentir minoritaire quand on habite à l'extérieur, ça devrait normalement remettre en question un certain nombre de choses. En tout cas, refaire à nos frères qui sont encore là-bas, se reposer la question. Je dis pas que la réponse, je suis pas de ceux qui pensent que la réponse est systématiquement pour tout le monde de venir en Israël, mais en tout cas, la question doit être posée. À partir du moment où la majorité des Juifs vivent en Israël, la question se pose pour n'importe quel Juif qui n'y vit pas, où est ma place finalement? Est-ce que je dois continuer à vivre avec la minorité du peuple ou est-ce que je dois rejoindre la majorité? En rejoignant la majorité, finalement, on rentre dans le courant de l'histoire, dans la direction que l'histoire juive a prise depuis maintenant une centaine d'années. Est-ce que la période que vit aujourd'hui même Israël, c'est l'occasion d'acquérir une plus grande indépendance? Un seuil peut être franchi. Bon, on sait comment Ben Gurion a déclaré, par exemple, l'État d'Israël contre l'avis des Américains. Aujourd'hui, il semble qu'Israël veuille effectivement conduire la guerre comme il l'entend et pas forcément écouter également les pressions extérieures. Est-ce que c'est un moment où l'indépendance est en train de croître, cette proportion d'indépendance est en train de croître selon vous, avec cette période? Je crois qu'en effet, comme dans tout drame, quelque chose de positif peut sortir même des événements les plus dramatiques. Et s'il y a quelque chose de positif qui peut sortir de ce qui nous est arrivé, c'est entre autres le point que vous venez d'évoquer. C'est-à-dire cette prise de conscience que finalement on peut compter que sur soi-même. On le savait, mais on le savait comme une sorte de slogan, de voir un petit peu comment est-ce que les autres, après ce qui nous est arrivé, comment est-ce qu'en Europe, je ne parle pas des pays arabes, je parle des pays européens, comment est-ce que dans les facs américaines, comment est-ce que dans les facs occidentales, comment est-ce que le juif est perçu aujourd'hui, ça nous fait prendre conscience que finalement, ceux d'entre nous qui disaient on ne peut compter que sur nous-mêmes n'ont pas tort. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on peut vivre déconnecté des réalités. Il faut encore compter sur l'aide des uns et des autres, en tout cas sur un soutien tacite, mais cette prise de conscience que décemment, on ne peut pas remettre notre sort dans les mains d'autres qui n'ont pas les mêmes intérêts, qui ne voient pas les choses de la même façon que nous, et qui sans doute ne se rendent pas compte du danger que nous avons passé. Oui, ça peut être une sorte de révolution dans la conscience d'Israël, positive. Et peut-être que on verra bien ce qui va se passer. Je pense que l'histoire de Rafah est un bon test justement. La plupart des Israéliens aujourd'hui
contrairement à ce que les médias français disent, c'est pas le gouvernement de Netanyahou uniquement. En fait, si vous voulez, ils se rendent la vie facile en disant c'est à cause de Smotrich ou à cause de Ben Gvir. Mais la vérité, c'est la grande majorité des Israéliens, comme le montrent tous les sondages, qui pensent en effet que il n'y a pas d'autre choix. C'est pas qu'on a envie de mettre encore la vie de nos soldats en danger et la vie des Gazaouis en danger, mais on n'a pas d'autre choix que de détruire les capacités militaires du Hamas. Et donc, il faut rentrer à Rafah. Et là-dessus, les Américains, nos amis américains, les Européens disent surtout ne le faites pas, ne le faites pas. Et la grande question, qui est vraiment une question d'indépendance pour le coup, est de savoir est-ce que les intérêts vitaux, cruciaux d'Israël, cette fois-ci, sauront amener le gouvernement à prendre des décisions qui s'imposent, même si ça doit créer des relations pas très sympathiques avec un certain nombre de gens qui veulent notre bien, a priori. Alors tout se passe comme si, pour ressaisir ce que vous disiez, il était nécessaire d'avoir en même temps cette mémoire du passé, de l'histoire juive dans son ensemble, et aussi la destination du projet pour apprécier le présent à sa juste valeur. Mais c'est parfois difficile aujourd'hui parce que, comme on dit, on vit dans le présentisme, on a du mal à accepter, à regarder cette histoire, à penser qu'elle compte, et on a du mal aussi à voir plus loin que les difficultés actuelles. Comment faire pour retrouver cette temporalité élargie, j'allais dire? C'est-à-dire, vous dites que la problématique, c'est qu'on a du mal à se projeter, à savoir ce qu'on veut vraiment. C'est ça que vous êtes en train de dire? Oui, on a du mal. D'une part, je parle par exemple les Israéliens par rapport à leur passé, à leur histoire biblique, à faire intégrer cette histoire dans les choses qui se produisent aujourd'hui. Et de même, la tension, on va dire, messianique est aussi difficile à tenir du projet, en tout cas, parce que le présent est extrêmement présent. Comment est-ce qu'on arrive à rester dans le présent tout en ayant cette dimension temporelle maintenue? Au contraire, c'est le fait. Je pense qu'au contraire, c'est le fait de réfléchir sur où est-ce qu'on veut aller qui va nous permettre de mieux gérer le présent. C'est-à-dire que le présent a ses obligations, mais la manière de régler les problèmes, la manière de trouver des solutions doivent évidemment être éclairées par le projet ultime. Finalement, dans certains milieux, le mot messianisme est devenu une sorte d'insulte. C'est un messianique parce que ça voudrait dire il est complètement déconnecté de la réalité, c'est un fou furieux, voilà ce qui va se passer, etc. Mais tout le projet sioniste est un projet messianique. Tout le projet de faire venir tout d'un coup des millions de personnes dispersées dans une antique patrie historique, c'est quelque chose de messianique, qui était considéré comme tel et en fait qu'il l'était. Mais s'il n'y a pas une forte volonté de faire avancer l'histoire vers un but qui est un but connu, même si on sait bien que ça va pas être demain ni après-demain, en fait, c'est ce qui rend l'aventure sioniste tellement intéressante, c'est que précisément elle est imbue de cette histoire biblique. Et je pense que même ceux qui n'ont pas de kippa sur la tête et qui sont pas réellement, qui n'adhèrent pas à l'application des commandements de la Torah, etc., au jour le jour, comprennent bien que nous sommes en train de vivre depuis déjà longtemps, mais en particulier depuis ces quelques mois, une situation unique. C'est quand même ce qui est en train de se passer en Europe, ce qui est en train de se passer dans les facultés américaines, etc., dans l'opinion publique, c'est quand même quelque chose de très curieux a priori. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi justement? Parce que c'est nous. Alors tout d'un coup, il y a cette révolution ou cet embrasement de toute une jeunesse, alors que des crimes, des vrais cette fois-ci, des vrais génocides, des vrais crimes ont été commis et sont encore commis au moment où je vous parle par d'autres et ça ne provoque pas les mêmes réactions émotives. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment qu'on est obligé d'une manière ou d'une autre de se reposer le problème de qui nous sommes et pourquoi nous sommes d'une part tellement méconnus ou tellement haïs et d'autre part pourquoi malgré tout nous sommes persuadés qu'il n'y a pas d'autre possibilité que de redonner à Israël sa gloire passée et puis sa dignité humaine. Et donc, tout ça fait que d'une manière ou d'une autre, ce présent auquel nous sommes confrontés nous oblige à finalement réfléchir sur qui nous sommes et qui nous voudrons ensuite devenir, vers quels objectifs nous voulons atteindre. Mais attention, il faut à tout prix préserver l'unité. C'est qu'il faut, malgré nos différences de sensibilité, et sans doute que c'est sur la question qu'est-ce qu'on attend du pays, qu'est-ce qu'on veut en faire, les avis sont certainement partagés entre nous, on n'est pas censé être d'accord obligatoirement, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'une des grandes leçons de ce qui nous est arrivé, c'est précisément d'essayer de prendre le dénominateur commun le plus large pour essayer d'arriver
de progresser vers un objectif, mais tout en gardant une solidarité et une unité à l'intérieur du peuple, c'est-à-dire que les objectifs en question soient reconnus positifs par la majorité de la population israélienne, et c'est pas impossible du tout. On s'est Alors, ce rendu qui compte pendant semble... la guerre. Pardon? Oui, je vous en prie. Pardon, je vous en prie, terminez. Non, je disais qu'on s'est justement rendu compte pendant la guerre, parce que c'est les soldats qui racontent tout ça. Il y a une grande différence, comme vous le savez aujourd'hui, entre l'ambiance qu'il y a chez nos soldats et l'ambiance qu'il y a à l'arrière. Et quand les soldats nous racontent qu'ils sortent en permission, nos propres enfants, et puis nous racontent ce qui se passe là-bas, ils sont tout étonnés de voir que des gens qui partagent pas les mêmes options, a priori, qui vivent pas leur judaïsme de la même façon, finalement, ont beaucoup plus de choses en commun avec eux que ce qu'ils pensaient. Et c'est dit des deux côtés, ou des trois côtés, ou des quatre côtés. C'est-à-dire que finalement, sur les choses les plus importantes, il y a ici, et cette guerre a permis de s'en apercevoir justement, il y a ici malgré tout une communauté de destin qui entraîne également une certaine forme d'unité de valeurs partagées par la plupart d'entre nous, et en tout cas quand il s'agit des valeurs de base de ce qui fait la spécificité d'Israël. Et je pense que Voilà. ça, il faut surtout pas le perdre en route, quoi. Voilà. Raison Voilà. de plus pour célébrer Yom Ha'atzmaut. Alors, Rav Exactement. Kling, on en Exactement. termine là, mais finalement, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous diriez à celui qui vous dirait vraiment, j'ai pas la tête à me réjouir pour cette fête, qu'est-ce que vous lui diriez simplement? Non, ce que j'ai voulu dire ici jusqu'à présent, c'est uniquement au niveau de l'État, du collectif d'Israël, et que je pense qu'en effet, on doit continuer, on doit poursuivre, on doit célébrer. À titre individuel, évidemment, je peux absolument pas me prononcer, je peux pas juger quelqu'un qui n'a pas la tête à se réjouir parce que pour des raisons personnelles, quelquefois, il a été plus touché que certains autres, personnellement, sa famille, etc. Alors évidemment, ça c'est des cas particuliers que nous ne sommes pas à même de pouvoir juger, et chacun le ressent comme il le ressent. Ceci dit, il est possible de commémorer la création de l'État d'Israël, de remercier pour tout ce qui nous est arrivé depuis 76 ans, tout en ne manquant pas de respect. Il ne faut pas croire que c'est un manque de respect à tous ceux qui sont disparus ou qui ont été tués ou qui sont en captivité. Et il faut, comme Rabbi Yehoshua l'avait proposé à l'époque, c'est-à-dire continuer à vivre tout en se rappelant de ce par exemple, si on fait une bama, comme on dit ça, une estrade pour les réjouissances de Yom Ha'atzmaut, qu'il y ait derrière une photo avec les personnes qui sont encore en captivité, comme on a fait pendant le Seder de Pessah, où beaucoup d'entre nous ont célébré le Seder de Pessah comme d'habitude, mais ont laissé une chaise vide en souvenir de ceux qui sont pas encore parmi nous et qui eux aussi espèrent à la liberté. Je pense que c'est dans cet équilibre-là qu'il faut trouver la meilleure manière de pouvoir aujourd'hui commémorer nos fêtes d'indépendance et plus tard le Yom Yerushalayim qui nous attend également au tournant. Merci infiniment, Rav Kling, d'avoir accepté l'invitation donc de Shofar et de Mosaïque. Merci à tous Avec pour votre plaisir, attention avec grand et on plaisir. vous souhaite évidemment une très bonne fête de l'indépendance. Chag Ha'atzmaut Sameach. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.